Les radiations sont parfois appelées le tueur invisible. En 1986, les habitants d'Ukraine et de Biélorussie pris dans l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl se souviennent encore très bien d'un ciel d'un bleu infini et d'un air pur et incroyablement frais juste après l'accident. Pourtant, en respirant cet air d'une beauté trompeuse, leur corps était déjà traversé sans pitié par des radiations mortelles, une réalité qu'ils ne découvriront que plus tard. Bonjour à tous! Imaginez maintenant ceci. Et si ces radiations mortelles n'étaient pas le résultat d'un accident, mais avaient été libérées délibérément dans le but de tuer le plus grand nombre possible de personnes? Et si, en plus, ce plan n'avait pas été conçu par des extraterrestres hostiles à l'humanité, mais par des chercheurs, des êtres humains tout à fait ordinaires? Bienvenue sur Perduchan. Vous vous dites peut-être, c'est tout simplement impossible. Alors, écoutez l'histoire de la bombe à neutrons, une arme conçue pour tuer tous les habitants d'une ville, ainsi que les raisons de sa création et les circonstances de sa naissance. Caractéristiques de la bombe à neutrons. Du point de vue de la physique nucléaire, la bombe à neutrons ne diffère pas fondamentalement de la bombe à hydrogène dans sa structure de base. Comme la bombe à hydrogène, elle repose elle aussi sur une structure en 2 étapes. La première étape contient un petit dispositif à explosion nucléaire qui joue le rôle de déclencheur de l'explosion principale. Lors de cette explosion initiale, les noyaux de plutonium-239 se fissurent et entrent en collision avec les noyaux environnants, provoquant une réaction en chaîne. Cette explosion de fission génère une température extrêmement élevée, qui sert à déclencher la réaction thermonucléaire bien plus puissante de la seconde étape. À ce stade, il ne s'agit plus de fission nucléaire, mais de fusion nucléaire, c'est-à-dire une réaction où des noyaux légers s'unissent pour former des noyaux plus lourds. C'est cette réaction de fusion qui libère l'énergie colossale que nous observons sous forme d'explosion thermonucléaire. D'un point de vue formel, la bombe à neutrons explose de manière tout à fait similaire. Cependant, elle est conçue comme une arme dont l'objectif principal est de renforcer l'effet des radiations. Le but essentiel d'une arme à neutrons est de produire une onde extrêmement intense de neutrons rapides. Pour amplifier ce flux de neutrons, on utilise une substance appelée tritium. Le tritium est un isotope radioactif de l'hydrogène, dont la demi-vie est de 12,32 ans. Par exemple, une bombe à hydrogène classique utilise environ 3 à 4 grammes de tritium, alors qu'une bombe à neutrons de taille équivalente en contient plusieurs fois plus. En conséquence, la composition même des effets destructeurs de l'explosion est totalement inversée. Dans une bombe à hydrogène, la majeure partie de l'énergie est libérée sous forme d'ondes de choc, de rayonnement thermique et d'impulsions électromagnétiques, tandis que dans une bombe à neutrons, ces effets ne représentent qu'environ 20%. Les 80% restants étant libérés sous forme d'énergie de neutrons rapides. Histoire du développement. D'une certaine manière, l'idée de la bombe à neutrons était presque inévitable. Les stratèges militaires de la guerre froide étaient profondément préoccupés par le fait que les zones frappées par des bombardements nucléaires deviennent inutilisables pendant de longues périodes. Même en cas de victoire, ils s'inquiétaient de voir les bâtiments et les infrastructures des territoires occupés entièrement détruits et rendus inhabitables pendant des années à cause de la contamination radioactive. C'est ainsi que, dans les années 1950 et 1960, alors que le développement des armes nucléaires progressait de manière fulgurante, une idée nouvelle a émergé au sein d'un cercle restreint mais influent, celle d'une arme capable de tuer uniquement les effectifs ennemis tout en préservant les infrastructures. L'un de ceux qui ont soutenu cette idée fut le scientifique Samuel Todor Cohen, qui avait participé au projet Manhattan, à l'origine de la première bombe atomique. Cohen a formalisé ce concept et, à la fin des années 1950, l'a transformé en un projet technique concret. Ce brillant physicien, doté d'une vision morale singulière, est précisément celui qui a introduit le concept de tête nucléaire à rayonnement renforcé, en anglais Enhanced Radiation Weapon, ERW. Selon ses propres termes, Cohen décida de développer une bombe thermonucléaire mieux adaptée au champ de bataille. Dans son esprit, cette arme devait avoir une puissance explosive relativement limitée, tout en émettant un flux de neutrons extrêmement intense.
Même si cela signifiait provoquer davantage de morts que les radiations gamma classiques, cela ne posait pas de problème à ses yeux, car cela permettait de limiter les destructions des bâtiments et des infrastructures. Suite à la proposition du Dr Cohen, des essais de têtes à rayonnement renforcé furent menés au début des années 1960 dans des laboratoires et des sites d'essais aux États-Unis. Ces recherches aboutirent en 1963 à la réussite d'un test de détonation souterraine d'une bombe à neutrons. Puis, dans les années 1970, des versions produites en série furent officiellement intégrées à l'arsenal nucléaire américain. En 1977, le président Jimmy Carter autorisa en outre le développement d'armes à neutrons destinées aux forces de l'OTAN en Europe. Cependant, face à une forte opposition de l'opinion publique et à des critiques virulentes des médias américains et européens, la production des têtes à neutrons fut temporairement suspendue peu après. Néanmoins, elle reprit en 1981 sous l'administration de Ronald Reagan. Le nombre exact de têtes à neutrons actuellement stockées reste, comme on peut s'y attendre, strictement classifié. Toutefois, parmi les 9 pays possédant officiellement l'arme nucléaire, il est établi que 4 d'entre eux, les États-Unis, la Russie, la France et la Chine, disposent de bombes à neutrons. En revanche, on sait très peu de choses sur le degré d'avancement réel de leur programme de développement de ces armes. La seule certitude est que l'Union soviétique a officiellement annoncé, le 17 novembre 1978, avoir réussi un essai de bombe à neutrons. Il a également été établi que, lors de ces essais, les effets des explosions à neutrons avaient été largement exagérés. Nous reviendrons plus en détail sur ce point un peu plus tard. Domaine d'utilisation envisagé. L'idée d'utiliser la bombe à neutrons pour attaquer localement des unités de chars avait déjà été abandonnée par les milieux militaires dans les années 1980. Cependant, au début de la guerre froide, dans les années 1950 et 1960, l'usage de la bombe à neutrons comme arme nucléaire tactique bénéficiait d'un fort soutien au sein de l'armée. À cette époque, dans les médias et parmi les critiques, la bombe à neutrons fut ironiquement surnommée « la bombe humanitaire ». Ce surnom mettait en lumière toute la cruauté de cette arme, capable de tuer uniquement les personnes à l'intérieur, tout en laissant les bâtiments intacts. En réalité, dans sa conception initiale, la bombe à neutrons n'était pas destinée à être utilisée contre des villes, mais plutôt dans un cadre tactique, contre des formations de véhicules blindés. En effet, il a été estimé qu'une charge à neutrons de seulement 1 kilotonne pouvait déjà neutraliser les équipages de chars situés à 1 km de distance. Pour des neutrons rapides, même un blindage de 150 mm ne constitue pas un obstacle significatif, et les tankistes sont alors traversés par un nuage de neutrons qui leur est fatal. Le blindage ne peut arrêter au mieux qu'environ 10% du flux total de neutrons. Pourtant, le char lui-même ainsi que les structures environnantes restent totalement intactes, sans le moindre dommage. À l'inverse, pour détruire un blindage de 150 mm à la même distance, une arme thermonucléaire classique devrait avoir une puissance plusieurs fois supérieure. Et dans ce cas, non seulement les équipages, mais aussi les bâtiments et les infrastructures seraient entièrement détruits, tandis que toute la zone serait contaminée par la radioactivité pendant une longue période. Autrement dit, en théorie, le rayon d'effet mortel de la bombe à neutrons sur le corps humain dépasse de loin la zone de destruction physique des structures. Rien qu'en considérant les avantages de la bombe à neutrons, on ressent une impression à la fois glaciale et terriblement pragmatique. Cependant, ce ne sont ni son caractère inhumain, ni le flou qu'elle introduit entre armées conventionnelles et armes nucléaires qui ont constitué la raison décisive de l'abandon de son usage stratégique. C'est simplement que son efficacité réelle au niveau tactique s'est révélée bien inférieure aux attentes. En effet, dans l'atmosphère, le flux de neutrons se disperse beaucoup trop rapidement. Les neutrons à haute énergie réagissent immédiatement avec les atomes d'oxygène de l'air, et plus encore avec ceux de l'azote. Un poète dirait alors « La source de la vie triomphe de la source de la mort ». En conséquence, l'atténuation des radiations par l'air réduit considérablement la portée effective des neutrons par rapport aux valeurs théoriques, si bien que les effets de l'onde de choc et du rayonnement thermique finissent par dominer. En d'autres termes, tous les avantages de la bombe à neutrons se trouvent ainsi annulés. Cela dit, la bombe à neutrons n'a pas été totalement abandonnée. Avec l'événement de l'ère spatiale, elle a trouvé un nouvel intérêt inattendu comme arme d'interception dans l'espace. Dans un environnement raréfié comme celui de l'espace, les neutrons peuvent parcourir des distances extrêmement longues.
De plus, un nuage de neutrons peut couvrir efficacement une zone plus vaste qu'une explosion nucléaire classique. Pour détruire un objet dans l'espace, une ogive nucléaire conventionnelle doit exploser à très courte distance, alors qu'une arme à neutrons n'a besoin que d'un simple contact avec son nuage pour être efficace. Même une faible exposition à des neutrons rapides suffit à provoquer des dysfonctionnements dans les systèmes électroniques des satellites et des missiles balistiques intercontinentaux, allant jusqu'à détruire leurs circuits internes. Les missiles ou satellites peuvent continuer à se déplacer, mais ils ne sont plus que de simples carcasses métalliques inertes. Ainsi, si une charge à neutrons explose au-dessus d'une ogive, tous les systèmes électroniques embarqués sont détruits et le missile échoue avant d'atteindre sa cible. De la même manière, la bombe à neutrons se révèle extrêmement efficace pour neutraliser des satellites. De plus, comme elle ne provoque pas de destruction physique, elle n'engendre pas de débris spatiaux dangereux en orbite. En outre, même si une bombe à neutrons explose dans l'espace, elle ne présente aucun risque de contamination radioactive de l'atmosphère terrestre. Un autre avantage pourrait même s'avérer crucial pour les générations futures, car ce seront elles qui devront gérer les débris spatiaux accumulés pendant des décennies en orbite terrestre. Comparés aux fragments radioactifs issus d'armes nucléaires classiques, des débris non contaminés seront bien plus faciles à manipuler et nettement plus sûrs pour elles. Cela s'explique par le fait que la contamination radioactive causée par une bombe à neutrons disparaît beaucoup plus rapidement que celle d'une arme thermonucléaire classique. Problèmes éthiques. L'apparition des armes à neutrons a autrefois déclenché de vifs débats autour de l'immortalité qu'implique l'usage d'une bombe nucléaire dite propre. L'homme considéré comme le père de la bombe à neutrons a maintenu toute sa vie la conviction que les têtes à rayonnement renforcé sont bien plus humaines que les stratégies nucléaires traditionnelles. Cohen a exposé en détail cette croyance, en apparence contradictoire, dans ses mémoires. Selon lui, la bombe à neutrons est plus humaine, car son niveau de destruction est inférieur à celui d'une explosion nucléaire classique. Par exemple, toujours selon Cohen, anéantir une unité de char ne nécessite pas de détruire complètement les zones résidentielles ni les infrastructures. Bien que son raisonnement reste flou, il était convaincu que l'utilisation sur le champ de bataille d'armes nucléaires à faible puissance et contrôlées, comme la bombe à neutrons, permettrait d'éviter la mort massive de civils, seuls les soldats des unités mobiles étant tués. Il affirmait également que la tragédie d'une bombe à neutrons est moins terrible que celle d'une bombe nucléaire classique. Mais est-ce vraiment le cas ? Bien sûr, de nombreux critiques n'ont jamais soutenu ces prétendues motivations humanitaires de Cohen. Personne ne considérait qu'il valait mieux mourir irradié que brûlé par un rayonnement thermique. En réalité, les tissus vivants exposés aux neutrons se désagrègent lentement, et il a été rapporté que les personnes situées dans la zone mortelle agonisent dans d'atroces souffrances pendant 2 jours à 1 semaine avant de mourir. Même en ayant la chance de se trouver un peu plus éloigné de l'épicentre, on finit par souffrir des effets de l'irradiation et par mourir peu de temps après. Cependant, ce que les opposants redoutaient le plus, c'était que la bombe à neutrons brouille la frontière entre armes conventionnelles et armes nucléaires. Dans ce cas, les armes nucléaires cesseraient d'être un moyen exceptionnel de dissuasion face au risque d'extinction de l'humanité, pour devenir des armes ordinaires, au même titre que d'autres armes de destruction massive. Et au bout de ce chemin, il n'y a rien d'autre que la disparition totale de la civilisation terrestre. En réalité, le débat sur la possibilité d'utiliser la bombe à neutrons n'a jamais été définitivement tranché, et il se poursuit encore aujourd'hui. Alors, qu'en pensez-vous ? Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un avis et à partager cette vidéo. Merci de votre attention. À la prochaine. Au revoir.